Oui, alors sur Frères d'âme, j'ai travaillé d'une façon assez particulière. C'est que j'ai écrit ce roman par séquence, avec des interruptions qui pouvaient être assez longues, de 2 à 3 semaines, voire 1 mois ou 2. Et pour me relancer dans l'écriture, il me suffisait de lire les pages que j'avais écrites précédemment. Et en fait, ce qui était assez simple dans le fond, c'est que le moteur de l'écriture était dans le rythme de l'écriture. Et comme j'avais trouvé un rythme pour faire parler mon tirailleur sénégalais, je lui avais trouvé un rythme, une sorte de scansion avec beaucoup de répétitions. Le simple fait de reprendre quelques phrases sur ce rythme relançait la narration. Donc voilà, il y a très peu de ratures sur mon manuscrit, j'écris à la main. Et finalement, j'ai dû l'écrire, si je devais dire le temps que j'ai pris pour l'écrire en gommant en fait ces intervalles, ça a été assez rapide. Non, j'écris manuscritement, j'ai cherché ma voie. J'ai écrit des livres, je suis universitaire, donc j'ai écrit des livres universitaires directement sur le traitement de texte, sur l'ordinateur. Mais dès qu'il s'agit de fiction, c'est très étrange, il me faut le geste de l'écriture avec presque des rituels, un certain papier, un certain stylo, une façon de ritualiser en fait l'écriture pour arriver à faire correspondre le plus fidèlement possible l'image, en général accompagnée de sensations, qui sont des sensations qui mettent en œuvre d'autres sens que la vue. Ça peut être une sorte de bruit, ou ça peut être l'ouïe, ça peut être le toucher, l'odorat. Eh bien, quand j'écris, j'arrive à traduire ces sensations-là, qui sont qui mélangent plusieurs sens, mieux par l'écrit, la matérialité du geste d'écriture que sur ordinateur. Alors, un travail en amont, oui, je pense, mais un travail qui est plus ou moins conscient. C'est-à-dire que j'ai lu des lettres écrites par des poilus et qui ont été rassemblées par un historien qui s'appelle Jean-Pierre Guénaud. Et c'était des lettres extrêmement émotives et puis qui m'ont créé de l'émotion et qui, dans le fond, m'ont donné envie de trouver des lettres équivalentes chez les tirailleurs sénégalais. Mais c'est un livre qui a été publié en 1998. Et mon roman, je n'ai commencé à l'écrire que plus de 18 ans après, voilà. Mais j'avais toujours cette envie d'écrire un roman mettant en scène un tirailleur sénégalais. Et j'avais des images qui m'arrivaient, des scènes que j'imaginais et que je notais toujours. Et donc il m'a en fait hanté, ce roman. Et finalement, le moment de l'écriture, c'est la dernière étape. Ça vient vraiment au bout d'un processus très long, de maturation en tout cas. Et c'est la même chose pour mon dernier roman, La Porte du voyage sans retour. Je l'ai pensé, j'ai eu envie de l'écrire 15 ans avant de l'écrire et de commencer l'écriture du roman. Oui, j'ai besoin de voir comment l'atmosphère se construit. C'est cohérent, c'est très immatériel, c'est très dans la sensation, c'est une sensation étrange, et donc l'écriture arrive au dernier moment, et c'est une traduction d'une sorte d'envie d'arriver à recréer cette atmosphère qui s'est construite pendant un long moment. Oui, je vois à peu près où mes personnages vont, mais je ne sais pas comment au départ. C'est-à-dire que
pour décrire d'une façon d'une façon imagée plutôt, ce que je ressens, c'est que je me lance, j'ai toujours mes premières pages de roman qui arrivent, je sais comment je vais commencer, ça c'est certain. Et ensuite j'arrive à comme des carrefours ou des embranchements dans l'intrigue, et j'ai comme une sorte, au moment où je choisis telle voie, de pressentiment de ce qui va arriver au prochain carrefour. C'est-à-dire que je choisir déjà le premier embranchement, c'est anticiper sur tous les autres. Et ça, c'est comme une arborescence. J'ai l'impression de voir ça, un peu comme un tableau généalogique, vous voyez, avec ces embranchements. J'ai à peu près cette vision-là. Mais c'est mouvant, c'est-à-dire que ça peut absolument changer. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement, parce que la fin se construit dans le début. Elle se construit justement dans ces embranchements. Et la fin peut être une surprise aussi. Même si elle me paraît évidente, elle peut me surprendre. Non. Mes recherches sont plutôt des recherches livresques. Je suis enseignant-chercheur, donc j'ai l'habitude de faire des recherches plutôt dans des archives, vous voyez. Mais il y a des documents, évidemment, des documents sonores. Il y a des images. Il y a une image qui m'avait vraiment frappé pendant que je préparais l'écriture de Frères d'âme, qui n'avait rien à voir avec les tirailleurs sénégalais, mais qui représentait en fait un petit groupe de poilus fous qui marchaient à la queue leu-leu en cercle. Ils étaient filmés autour d'un docteur en blouse blanche qui avait cette attitude de montreur de foire face à des gens qui étaient, je pense, en état de choc post-traumatique, comme il y en a eu beaucoup, et ils étaient tout courbés parce qu'ils avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Et donc ça a été, si vous voulez, le moteur d'une sorte de création qui, de l'atmosphère, du contexte dans lequel se trouvent mes personnages, lié à cette peur de ces bombes qui tombent du ciel, vous voyez. Mais ça n'avait rien à voir avec, mais ça m'a donné une idée de la violence psychologique qui avait été subie par, ou qui a été subie par tous les soldats, qu'ils soient poilus ou tirailleurs. Oui, c'est-à-dire que je voulais traduire ce que j'avais ressenti, une grande émotion, systématiquement, dans un cadre qui est un cadre de guerre, et donc où on est dans une situation limite. Donc dans le fond, tout ce qui était tout ce qui avait trait à cette violence fondamentale, eh bien, me touchait, et pour moi c'était presque un devoir de le traduire, parce que je mettais mes personnages dans un contexte qui me paraissait le plus vraisemblable possible. Oui, alors c'est finalement le résultat de ce choix, immerger le lecteur, mais au départ c'est un choix qui était absolument indépendant de la réception. C'est-à-dire que ma difficulté, c'était qu'il fallait que je me crée un tirailleur sénégalais dont on surprenne les pensées directement, sans filtre, sans intermédiaire. Donc j'ai choisi le psychorécit, le flux de conscience du personnage, parce que je ne voulais pas finalement tomber dans le piège d'un roman historique qui m'aurait conduit à faire parler le français à ce tirailleur comme ils l'ont parlé beaucoup, et comme cela leur a été enseigné même par l'armée française en 1916. J'ai vu un livre, Comment faire d'ailleurs, écrit par l'armée, et c'était comment parler, comment enseigner le français aux tirailleurs sénégalais. Et c'est un manuel d'apprentissage du français rudimentaire qui est fondé sur l'idée que, comme les langues africaines sont rudimentaires, eh bien, le français qu'il faut enseigner sera rudimentaire. Donc moi justement, j'avais besoin d'un français qui traduise la complexité des pensées du personnage. On peut s'imaginer
à la façon dont j'ai travaillé le français avec les répétitions, que derrière ce français, il y a une autre langue, qui est la langue de mon personnage. Et ce personnage donc pense en Wolof, qui est une langue parlée au Sénégal. Mais le français est retravaillé pour laisser deviner au lecteur francophone que mon personnage pense dans une autre langue. Et il pense d'une façon subtile, complexe, comme beaucoup de soldats, mais qui ne pouvaient pas l'exprimer parce que le français ne leur était pas donné. Non, je suis très secret. D'ailleurs, mon roman Frère d'âme, mon épouse ne savait pas que je l'écrivais. Et je lui ai donné à lire, c'est ma première lectrice. Et elle savait que j'allais écrire un livre, mais elle ne savait pas que je l'avais commencé et à plus forte raison terminé. C'est vraiment comme... j'ai besoin presque de me cacher en fait. C'est très bizarre. Bon, pour mon dernier roman, La Porte du Voyage sans retour, non, elle savait très bien. Mais en fait, ce qui est pour moi primordial, c'est de m'entretenir moi-même d'une certaine façon, dans une sorte de cocon. Je ne peux pas écrire n'importe où, j'écris chez moi, dans un endroit très particulier. Oui, mon premier roman, c'est un roman que j'appellerais un roman laboratoire. J'ai vraiment découvert à ce moment-là, ce que je vous disais au début, c'est qu'il fallait absolument que j'écrive manuscritement. Et que ce ne soit que dans une deuxième étape que je transforme mon manuscrit en tapuscrit. Ce qui est l'occasion d'ailleurs d'autres corrections. Oui, il y a des corrections, mais il y a comme un fond ou un rythme qui correspond à ce que je veux traduire, que je ne peux retrouver que manuscritement. Dans mon premier roman, c'est au cours de son écriture, qui a été très longue, parce que j'ai d'autres activités, et vraiment c'était pour moi quelque chose que je découvrais, que je me suis rendu compte de ça. Et donc, évidemment, j'affine cette technique-là depuis ce premier roman et jusqu'à celui-ci, le dernier, La Porte du Voyage sans retour. Les points qui ont évolué le plus, écoutez, ce qui est le plus marquant pour moi, c'est que j'ai découvert ma manière, c'est-à-dire que je ne perds pas de temps finalement à chercher comment faire. Mais en même temps, évidemment, chaque livre a son histoire et chaque fois, eh bien, je découvre d'autres aspects, d'autres façons de faire, d'autres difficultés aussi. Donc, ce qui a changé vraiment entre le premier, le deuxième et le troisième, c'est ça, c'est que je sais comment je fonctionne. Je me ménage toujours sur la page, c'est des carnets, donc je me ménage un espace sur mon carnet, à gauche, j'écris à droite, et quand des idées me viennent justement à propos de ces embranchements, de ces carrefours, je les note très rapidement d'un mot. Et j'y reviens ensuite. Ça, je l'ai systématisé. Et je le systématise de plus en plus. Voilà peut-être la grande évolution de ma façon de faire que je peux vous donner maintenant. Non, ce sont vraiment des personnages de fiction et comme tels, ils sont extrêmement finalement mêlés de personnages ou de personnes que je peux connaître, mais en général, ils appartiennent à la fiction. Ils n'ont pas de pendant ou de correspondant. Alors moi, je vais vous le dire très sincèrement, je ne découvre aucun nouvel écrivain, aucune nouvelle lecture pendant que j'écris. Comme je suis enseignant à l'université, évidemment, j'ai des textes au programme, mais je les connais. C'est-à-dire que je ne fais que les relire. Mais c'est comme la musique. Je n'écoute pas de musique quand j'écris. Et chaque texte qui peut me frapper ou me séduire a une musique qui me contamine. Après, une fois que j'ai fini d'écrire et que j'ai envoyé mon manuscrit à mon éditeur, là, je me remets à lire. Mais c'est pour moi, ça c'est une chose aussi qui est importante pour moi et je ne lis rien pendant que j'écris. Non. Bon, je fréquente beaucoup la littérature, je l'enseigne. Et non, j'ai pas de modèle. Justement, pour moi, l'écriture, c'est une liberté. Mais évidemment, ces références-là, elles ressurgissent après
notamment au moment de la lecture ou de la relecture, je peux me dire, ah tiens, cette scène a été inspirée par exemple, et c'est le cas dans Frères d'âme, par la dernière scène du procès de Kafka. Au moment où j'écris, je le sens pas. Mais cette scène m'a tellement frappé que, eh bien, il en sort quelque chose au moment où j'écris. Et je peux reconnaître, mais beaucoup plus tard, que ça a été une scène qui a influencé l'écriture. Disons dans la méthode de recherche de documentation. Et puis d'ailleurs, ça dépend du texte, ça dépend aussi voilà, du sujet. En général, j'aime bien, et c'est pour ça que les processus sont assez longs, j'aime bien, dans le fond, le processus d'écriture, c'est-à-dire le moment où je commence à écrire est assez long par rapport au moment où j'ai l'idée ou l'envie d'écrire sur un sujet. C'est que j'aime bien que ce que j'assimile, en fait, ce que je lis, ça se transforme en matériau affectif. C'est-à-dire que la discrimination, le choix, se fasse par une mémoire affective. Et ça, c'est quelque chose qui suppose du temps. Et c'est ces objets-là, c'est ces matériaux qui sont transformés, qui sont issus, c'est vrai, d'une documentation, mais qui sont déjà dans un processus de transformation que j'aime finalement réutiliser. Oui, parce que ce sont des émotions que j'éprouve moi-même. Donc, mon travail, en tout cas, c'est de transcrire ces émotions et essayer d'arriver par l'écriture à retrouver cette fulgurance ou cette petite sensation minime parfois qui a fait que j'ai eu envie de la transmettre. Il y a comme une transversalité de l'émotion qui est recherchée en fait. Une situation de proximité et d'intensité liée à la proximité avec la mort. La mort, elle est partout dans cette histoire de Première Guerre mondiale. J'ai vu tous les textes que j'ai lus sur cette période-là, tous les témoignages, ce sont des témoignages où la vérité surgit à cause ou grâce à la proximité avec la mort. Donc il était hors de question pour moi, si je voulais reconstruire ce contexte-là et ce décor pour mon personnage, il était hors de question de ne pas réactiver là cette intensité émotionnelle. Alors modestement, j'en ai qu'une. C'est d'avoir pensé à ce qu'ils ont envie d'écrire avant de commencer à écrire. Bon, c'est tout. Ne jamais se mettre à une table avec son stylo ou son ordinateur et dire « bon voilà, j'écris ». Non, je crois qu'il faut avoir quelque chose à dire, avoir envie de dire ou de transmettre une émotion ou une idée avant de se mettre à écrire. Et du coup, l'approche est totalement différente parce que le style va consister à essayer de traduire cette idée plutôt que de correspondre à une norme qui ferait qu'on considérait que ce style-là est beau. Ce qui est beau, en fait, c'est ce qui coïncide entre une pensée, une émotion, une image et la façon de la traduire par l'écriture.